Prenez soin de vous, il me reste juste à vous souhaiter une belle soirée. Bonsoir à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. À l'occasion de la journée d'hommage solennel aux victimes des attentats programmés demain, François Hollande a appelé les Français à accrocher le drapeau tricolore à leurs fenêtres ou à la façade. Un appel visiblement entendu, notamment par les Grenoblois qui se sont précipités dans les magasins pour acheter leur drapeau. Le procès de Larix des Chirolles se poursuit devant les assises des mineurs de l'Isère avec beaucoup de tension. Aujourd'hui, l'un des témoins est revenu sur ses propos. Il avait ce matin donné des détails sur le déroulement de Larix. Il s'est rétracté sous la pression. Et puis le parc naturel régional des Bauges est devenu un site mondial de l'UNESCO en reconnaissant le label Géoparc, un label dont seuls 120 sites mondiaux bénéficient. Une reconnaissance pour ce territoire à la richesse géologique exceptionnelle. Juste après ce journal, vous avez rendez-vous avec l'édition nationale dont voici les titres. L'embellie n'aura duré qu'un mois. Le chômage est reparti à la hausse en octobre, plus 1,2%, c'est-à-dire 42 000 chômeurs de plus. C'est la plus forte hausse depuis 2013. Et puis François Hollande à Moscou ce soir, dîner avec Vladimir Poutine, étape la plus délicate de son marathon diplomatique pour rapprocher les positions américaines et russes sur la Syrie et renforcer la lutte contre Daesh. Il y aura donc beaucoup de bleu, blanc, rouge demain dans les villes pour l'hommage national aux victimes des attentats. Le président a appelé les citoyens à montrer leur solidarité en habillant leurs fenêtres des couleurs de la France. Des drapeaux tricolores très demandés. Illustration à Grenoble avec le reportage de Sophie Pellerin et Dominique Bourget. La préfecture de l'Isère n'a pas attendu. Dès cet après-midi, les façades ont été pavoisées selon le même protocole que lors des jours de fête nationale. Demain, il en sera de même pour tous les édifices publics du département. Quant à ce drapeau bien solitaire à la fenêtre d'un appartement du centre-ville, il devrait dans les prochaines heures avoir des voisins. Alors il n'y a plus de drapeau, ils arrivent demain matin, sinon j'ai des petits drapeaux à main comme ça. Vous voulez pas le bâton pour faire le drapeau ? Cette boutique de déguisements et accessoires de fête a vendu en une demi-journée hier plus de drapeaux français qu'en une année entière. Depuis hier, c'est le rush. En fait, on a vendu les 26 qui restaient parce que j'avais fait des gros achats pour la Coupe du Monde de rugby. Donc du coup, toute ma France, tous mes drapeaux français sont partis. On nous a même pris les bandanas qui nous restaient. On en a encore quelques-uns là. Que ce soit les écharpes de la France, tout est parti. Après avoir contacté plusieurs fournisseurs en rupture de stock, la gérante du magasin a finalement pu commander pour demain 50 nouveaux grands drapeaux en tissu. En une heure ce matin, il y en avait déjà 20 de réservés. Je vous laisse votre ticket, vous venez bien mettre votre ticket demain. D'accord. Bonne journée, monsieur. Pour vous, c'est important ? Bien sûr. Habituellement, je ne suis pas très chauvine, mais plutôt cosmopolite. Mais là, c'est autre chose. On compatit également à la douleur des familles et des gens qui sont décédés ou qui sont blessés. Pour vous, mettre le drapeau à votre fenêtre, c'est une manière de participer ? Tout à fait, puisqu'on ne peut pas être à Paris, on sera à Grenoble. Aux fenêtres, aux balcons, le bleu, blanc, rouge s'affichera donc un peu partout dans la ville, mais pas sur les transports en commun. Impossible en effet de trouver du jour au lendemain les 1000 drapeaux nécessaires au pavoisement des 500 bus et tramways du réseau. Voilà, et les préfectures de Savoie et de l'Isère ont interdit les rassemblements ce week-end dans le cadre de l'état d'urgence, à l'exception des hommages aux victimes des attentats. Par ailleurs, les marchés de Noël, manifestations sportives ou culturelles ne sont pas concernés par cette interdiction. De nouvelles perquisitions se sont déroulées la nuit dernière dans la vallée de l'Arve, dans une commune proche de Cluses, à Marnat précisément. Les forces de l'ordre visaient un prédicateur autoproclamé, soupçonné de prosélytisme auprès de jeunes travailleurs d'un foyer. Les précisions de Serge Vorette et Ingrid Pernet-Duparc. C'est tôt ce matin que les forces de gendarmerie sont intervenues dans le quartier des Valignons. Elles ont donc interpellé un homme connu pour être un prédicateur autoproclamé, plus quelques individus de son entourage qui seraient ses hommes de main. Autre lieu d'importance, le foyer social, à quelques pas de là. Il est composé de travailleurs et d'ouvriers à la retraite. Ce qui intéressait particulièrement les gendarmes, c'est cette salle de prière où, selon une source proche de l'enquête, le prédicateur avait ses habitudes aussi bien en termes de prêche que de recrutement. Ce lieu de prière est normalement réservé aux habitants du lieu. Normalement, nous, on est à peu près
allez, je ne vais pas exagérer, une quarantaine des résidents de foyer, une quarantaine à une cinquantaine maximum. C'est des gens qui résident au foyer. Et après, il y en a une dizaine, une quinzaine qui viennent de l'extérieur, mais ce n'est pas à nous de les empêcher de rentrer. Il y a des caméras partout, on est surveillé, on ne cache rien du tout. Une population relativement paisible donc, mais à laquelle est adossé un autre foyer de jeunes mineurs étrangers qui était une cible relativement facile pour un individu décrit comme très charismatique. Et on écoute tout de suite la réaction du sénateur maire UDI de Marna, Loïc Hervé. Vous allez le voir, il n'a pas été surpris à l'annonce de ces perquisitions menées sur sa commune. On l'écoute. C'est un problème qui dure déjà depuis plusieurs années. Cette salle de prière de Marna est une salle de prière officieuse qui n'est reconnue absolument pas par le Conseil français du culte musulman, pour lequel nous avons recherché plusieurs fois des solutions. Et nous savons que dans cette salle de prière, malheureusement, interviennent des éléments radicaux qui prônent un islam absolument incompatible avec les valeurs de la République, égalité homme-femme, séparation du domaine public et de la sphère privée. Donc vraiment un islam qui pose problème aujourd'hui, et a fortiori depuis 15 jours maintenant. Je vous le disais en titre, coup de théâtre aujourd'hui lors du procès des meurtres de Kevin et Sofiane devant les assises des mineurs de l'Isère. Un témoin qui avait donné des détails ce matin sur la rixe, avec notamment des précisions sur le rôle des accusés, s'est rétracté sous la pression dans l'après-midi. Récit Jean-Christophe Solari, Didier Albrand. Le procès des meurtres de Kevin et Sofiane se déroule à huis clos, mais au fil des jours, la tension présente dans la salle d'audience commence à déborder dans la salle des pas perdus. Après des jours d'audition de témoins amnésiques qui se rétractent, ce matin, un jeune homme, Saïd Anachi, a soutenu ce qu'il avait affirmé au cours de l'enquête. Manifestement, on arrive maintenant au cœur de l'affaire. On était jusqu'alors à la périphérie. Actuellement, et on le sent d'audience en audience, on sent effectivement qu'on arrive véritablement au cœur du problème. C'est-à-dire à cerner, non pas la responsabilité d'un groupe, mais à commencer à essayer de véritablement discerner les responsabilités individuelles. Saïd Anachi, présent lors des 2 premières rixes et au regroupement des jeunes de la Villeneuve, place des Géants, avant l'expédition punitive, avait reçu les confidences d'un accusé, Nader Aman Deli. Et il a été très précis ce matin sur les rôles de chaque accusé. Trop précis pour la famille d'Ilyes Tafer, qui intervient à la pause de midi. On a vu lors de la suspension d'audience à l'heure du déjeuner qu'il y a eu des mouvements au niveau de l'entrée du palais de justice. On voyait justement le père de Tafer, un des accusés qui mettait en cause le matin même, s'énerver. On voyait des mouvements se passer et donc le président, par son pouvoir discrétionnaire, a l'intention de prendre des décisions. Les pères d'Ilyes Tafer et de Saïd Anachi s'expliquent et à la reprise de l'audience l'après-midi, Saïd Anachi s'effondre en pleurs. Il se rétracte et conteste tout ce qu'il a affirmé le matin même. Il n'a plus rien vu ni entendu. Les parties civiles sont indignées mais s'attendaient à ce genre de revirement. Mais je crois que les jurés et la cour, personne n'est dupe. On voit bien que ce matin, la vérité était dite, que cette vérité a dérangé, que des pressions sont faites et ça se retournera contre les auteurs de ces pressions. Ce jeune témoin, Saïd Anachi, qui s'est retourné et a dit cet après-midi l'inverse de ce qu'il avançait ce matin, a été déféré au parquet pour faux témoignage. Et ce soir, le père d'Ilyes Tafer pourrait être poursuivi pour subornation de témoin. Alors on l'a beaucoup entendu dans le procès des meurtres de Kevin et Sofiane, cette violence gratuite chez certains jeunes. On l'a vu aussi avec le meurtre d'un jeune de 18 ans tué par un adolescent à Échirolles au début du mois. Laurent Bègue, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la Maison des sciences de l'Homme Alpes sur le campus universitaire de Saint-Martin-d'Air en Isère. Vous êtes un des spécialistes en France de ce sujet de la violence chez les jeunes. Et vous avez réalisé une étude avec 2 autres chercheurs, étude menée auprès de 13 000 jeunes de 11 à 19 ans en Rhône-Alpes. Il s'agit de la première description détaillée des facteurs psychologiques et sociaux associés au port d'armes chez les adolescents en France. En gros, vous avez cherché à comprendre ce qui pousse un jeune à se procurer une arme. Quels sont les principaux enseignements de cette étude, Laurent Bègue ? Alors d'abord, on a effectivement une proportion assez faible de jeunes qui portent une arme sur eux, une arme à feu ou souvent une arme blanche, 1,5% des garçons selon les estimations, donc c'est relativement bas. Par ailleurs, on a essayé d'identifier les facteurs à la fois sociologiques et psychologiques qui étaient reliés à ce port d'armes. Donc on a identifié des facteurs d'autoprotection, c'est-à-dire le fait d'avoir été dans le passé
victime d'agression ou de violence augmente le risque d'être soi-même porteur d'une arme. Le fait d'avoir des relations difficiles avec sa mère notamment, avec les enseignants également, et l'institution scolaire sont des facteurs de risque, toutes choses étant égales par ailleurs bien sûr. Le fait aussi d'avoir des amis, des pères délinquants qui ont eux-mêmes eu déjà maille à partir avec la justice est un facteur de risque. Et également des facteurs sociologiques liés par exemple à la diversité sociale, le fait d'habiter en banlieue par exemple. En banlieue aussi, dans les logements sociaux, j'ai vu. Absolument. Donc on avait effectivement essayé de mettre en place un protocole statistique qui contrôle simultanément beaucoup de facteurs pour faire ressortir l'effet net de chacune des variables. Laurent Beck, pendant ce procès, on a entendu la maman de Kevin qui s'exprimait au sujet de cette violence et elle disait que par exemple le manque affectif, ça n'excuse pas tout, ça n'excuse pas cette violence incroyable, inouïe qu'on a vue à Échirolles. Et vous dites que ça peut être effectivement une des causes, en tout cas alors du port d'armes, mais au final de cette violence. Alors, encore une fois, expliquer statistiquement des phénomènes et des facteurs de risque ne conduit pas à excuser, mais simplement à comprendre qu'est-ce qui a pu être à l'origine des comportements. Et les choses sont bien distinctes. On peut très bien effectivement identifier des facteurs de fragilité sans pour autant considérer que les auteurs soient irresponsables de leurs actes. Est-ce que les ports d'armes augmentent? Est-ce que le nombre de jeunes qui ont des armes aujourd'hui augmente? À ma connaissance, nous n'avons aucune donnée statistique qui permette d'évaluer cette évolution possible. Il faudrait faire des recherches longitudinales qui suivent finalement une cohorte sur plusieurs mois ou années pour pouvoir conclure à une augmentation. Est-ce qu'ils ont des armes et est-ce qu'ils s'en servent? Alors, il y avait également des questions sur l'usage des armes. La plupart de ceux qui n'en portent une ne s'en servent pas. Certains, effectivement, en font usage. Et ceux-là sont également caractérisés par des facteurs de risque qu'on a essayé de creuser. Effectivement, à la fois en ce qui concerne l'expérience de tensions et de stress sociaux, l'exposition à des influences déviantes, et puis également les déficits dans les contrôles divers qui sont exercés sur eux. Par rapport à la rixe d'Échirolles, on a des profils de gens très jeunes. Est-ce que cette violence augmente aujourd'hui chez les jeunes? Tout dépend des indicateurs qui sont utilisés. C'est très difficile aujourd'hui de l'établir parce que les variations qui sont observées sur la base de statistiques, par exemple, policières ou judiciaires, ne sont pas systématiquement confirmées par des enquêtes de victimation qui, elles, estiment plutôt qu'il y a une forme de stagnation. Donc tout dépend des types d'actes, et tout dépend évidemment des mesures qui sont prises. Globalement, en tout cas, ce qui est certain, c'est que le sentiment général, c'est celui d'une augmentation des violences. Merci beaucoup, Laurent Beck. J'ajoute que vous avez sorti un dernier ouvrage qui s'intitule L'agression humaine, qui est sorti chez Duno. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu ce soir sur notre plateau. Merci à vous. Cette information à lire sur notre site internet France 3 Alpes. Le magasin Darty de Bourgoin-Jallieu en Isère a une nouvelle fois été victime d'un braquage. 4 individus ont fait irruption dans le magasin. Des téléphones portables et des tablettes ont été volés. Un braquage du même ordre s'était produit l'été dernier. Article complet sur notre site alpes.france3.fr. Ces propos avaient fait grand bruit, ceux de Gérard Dezampt, concernant l'accueil de migrants. Le maire d'Yverdroit de Charvieux-Chavagneux en Isère a toujours affirmé qu'il n'accepterait que des migrants chrétiens. Une position critiquée par le préfet qui lui a demandé de retirer sa délibération. Mais Gérard Dezampt persiste et signe. La délibération a été maintenue lors du dernier conseil municipal qui s'est tenu hier soir. Et à Lausanne, plusieurs migrants ont participé cette semaine à une rencontre avec des étudiants de l'université. Ils ont été pour cela épaulés par une association. Il s'agissait d'interpeller le monde académique et réfléchir avec les étudiants aux problèmes des migrants. Ingrid Pernet-Duparc et Serge Vorette. C'est une définition en fait concernant les droits à la citoyenneté. Tout étranger âgé de 21 ans... Qu'est-ce que le droit? À quoi ça sert? Pourquoi faire? Jamais aucun de ces étudiants ne s'était posé cette question pragmatique avant d'arriver à l'université. Mais ce matin, c'est la pratique qui l'emporte sur la théorie. D'accord. Le droit, ça veut dire être égal ou égaux aux autres. Ils sont afghans, érythréens pour la plupart, menacés de renvoi dans l'un des pays de l'Union européenne, là où ils ont transité pour la première fois. Ce sont les accords de Dublin qui protègent la Suisse et qui font réagir. Je pense que le droit au savoir est un droit aussi universel, on en parlait avant, et ça devrait être possible et ouvert à tous, sans restriction et sans conditions préalables. Depuis 9 mois, le collectif et les migrants occupent une salle de paroisse d'une église. Ils ont tenté de sensibiliser la ville et l'État. Aujourd'hui, c'est avec le monde académique qu'ils espèrent échanger, mais surtout débattre.
On est venu ici, comme vous dites, dans le temple du savoir, mais on est venu en même temps apprendre, si vous voulez, d'eux, recueillir ce savoir, mais apporter le nôtre aussi, et apporter celui des migrants qui sont avec nous. Parce que ça, finalement, le monde académique était demandeur de ça. D'après ce qu'on voit depuis 3 jours, il y a eu beaucoup de monde qui nous ont rejoints ici, qui ne connaissaient pas les migrants et qui sont contents de les avoir rencontrés. L'université comme refuge, le symbole est fort. Dans ce lieu du savoir et de la diffusion. Depuis 4 jours, les cours portent un prénom plutôt qu'un intitulé. Celui d'Amar ou de Michele, emprisonnés, vendus aux passeurs, marchandises comme une autre. L'histoire n'est plus dans les livres, mais à leur porte et sous leurs yeux. Le parc naturel régional des Bauges, labellisé Géoparc depuis 2011, est devenu un site mondial de l'UNESCO. Un label dont seuls 120 sites mondiaux bénéficient, dont 5 en France. Une reconnaissance pour ce territoire à la richesse géologique exceptionnelle. Marion Feutry et Christian Mathieu. Le massif des Bauges et ses plissements si caractéristiques. Un relief façonné il y a 20 millions d'années. Une richesse géologique désormais reconnue par l'UNESCO à travers un label, celui des géoparcs mondiaux. Les géoparcs, c'est avant tout des territoires qui ont un patrimoine géologique d'intérêt international. Donc on montre qu'on a ce patrimoine-là dans le massif des Bauges. C'est un patrimoine, c'est un territoire qui est préservé, qui doit être préservé. Les gorges du Chéran sous le pont de l'Abîme, les Tours Saint-Jacques, cette pile de roches calcaires en équilibre, 2 sites remarquables parmi tant d'autres, constitutifs de ce patrimoine géré par le parc naturel régional depuis 1995. Ce que fait depuis 20 ans le parc des Bauges, c'est précisément du développement durable. C'est-à-dire, c'est la préservation, la valorisation des patrimoines naturels et culturels, mais également du développement économique respectueux de ce territoire, de ces milieux. Une démarche qui associe ceux qui font vivre le territoire, à commencer par les agriculteurs. Dans le pays de la Tome des Bauges, l'élevage laitier est une tradition. Le principe, ça a été de dire, voilà, ce territoire, il est là, il est exploité comme il est, aussi parce qu'on a des agriculteurs. Et regardons comment ils travaillent, et puis aidons-les à pouvoir continuer à faire ce travail, quoi. Voilà, on est parti de ce postulat-là. Et c'est bien un bon relationnel qu'on a eu, nous, agriculteurs, avec les élus du parc, qui a fait que ce travail-là, il marche aujourd'hui. Un terroir et des paysages encore peu connus. Avec ce nouveau label de l'UNESCO, il pourrait attirer un peu plus l'attention des touristes du monde entier. Et on reste en montagne depuis cette semaine. Des tirs d'explosifs se font entendre tous les jours en Isère au-dessus de la station de l'Alpe d'Huez. Il ne s'agit pas encore de déclencher des avalanches, mais de former ceux qui vont procéder aux tirs dans les stations. Reportage Denis Vigneault-Duguet et Jean-Pierre Rivet. Celle-ci, elle est résistante. Ils sont une trentaine de stagiaires, dont 4 filles, venues de toute la France pour suivre cette formation d'artificiers dispensée depuis des années par l'ANENA, l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches, la référence dans ce domaine. On va parler aussi bien de tir en carrière que de nivologie, que de déclenchement d'avalanche, que de normes, toute la partie responsabilité civile, pénale, prise de décision, toutes les normes relatives à l'achat, à la détention ou à l'explosion d'artifices font que cette formation, oui, il faut vraiment avoir les oreilles grandes ouvertes pour arriver au bout sans trop de difficultés. Après la théorie, la pratique sur le terrain dans de rigoureuses conditions hivernales. Donc un va partir avec les détonateurs, l'autre partira avec les charges. Jamais les deux sur le même bonhomme. Au menu aujourd'hui, maîtriser la mèche lente en cas de PIDA, plan d'intervention du déclenchement préventif d'avalanche. Une fois la mèche allumée, le stagiaire semble prendre son temps. Mais ne vous y trompez pas, ici tout est maîtrisé. C'est sûr qu'il y a un petit côté adrénaline, mais on reste quand même posé, on travaille posément, tranquillement, dans les déplacements, à ski, et puis même sur notre zone de travail. Là, c'est la base, on apprend la base des gestes, donc l'ANENA a son propre PIDA, de façon à ce que les gens acquièrent tous les gestes avec fluidité et sécurité. Cette troisième session de formation s'achève demain soir par un examen. Au total, l'ANENA aura ainsi formé pour cette année 2015 près d'une centaine d'artificiers.
Et les moyens pour lutter contre les avalanches, on continue d'en parler avec notre série, vous le savez, consacrée aux travaux effectués dans les stations avant le coup d'envoi de la saison. Direction ce soir, Châtel, en Haute-Savoie. Un automne idéal, ce genre de petit matin qui vous attire vers les sommets tout en haut des pistes de la station de Châtel, dans le secteur des Combes, entre Prélajoux et le Lingat. Ne rêvons pas, aucune randonnée ce matin-là, mais bel et bien du travail. Depuis plusieurs jours, les techniciens hérissent la montagne de rondins de bois assemblés en tripode. Des travaux de sécurisation par avalanche qui utilisent des techniques respectueuses de l'environnement. Vous les injectez dans la foulée du haut aujourd'hui? Ouais. Comme ça, après on peut redescendre le compresseur. C'est des techniques qui reviennent beaucoup, qui se développent de plus en plus, surtout parce qu'elles sont plus environnementales, parce que c'est du bois, donc ça change un petit peu des méthodes traditionnelles de clés ou de râteliers, donc qui sont souvent métalliques. Et donc ça permet aussi de favoriser la reprise d'une plantation si jamais on plante un arbre sous le tripode. Ce n'est pas une obligation, mais ça permet de relancer la végétation. Et une fois que la végétation a reprise, après le rôle du tripode diminue dans le temps, quoi. Juste au-dessus du village, plus question cette fois de hauteur, mais de largeur. La piste de la Lèche, ancien itinéraire plutôt étroit, devient une piste bleue confortable grâce à l'action conjuguée des camions et des bulldozers. Mais sur ce type de chantier, le souterrain est aussi important que l'aérien. Il y a beaucoup de choses qui ne se voient pas effectivement dans la neige de culture, c'est tous les réseaux qui sont enterrés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de réseaux là, qui sont enterrés qu'on ne voit plus aujourd'hui. Mais il y a des tuyaux d'eau, tuyaux d'air, il y a des réseaux pour le dialogue, des réseaux pour amener l'énergie à chaque enneigeur. Donc là, en 2 mois et demi de travail, on arrive à installer une vingtaine d'enneigeurs sur le domaine de Châtel. Comme dans toutes les stations, les travaux s'effectuent par étapes, d'année en année. Comme cette passerelle, par exemple, qui vient parachever la liaison entre les 2 domaines de Prélajoux-Lingat et Super-Châtel. En fait, en matière d'aménagement de domaines skiables, la réflexion se doit d'être permanente. On essaye de penser un peu qu'est-ce qu'on pourrait amener de mieux, améliorer en matière de sécurité des usagers, sécurité de notre personnel aussi, et en même temps pouvoir déployer le domaine skiable de façon facilitée et tout à fait réaliste pour nos clients. Si la neige est au rendez-vous, la station de Châtel ouvrira ses pistes les week-ends des 28 et 29 novembre, ainsi que les 5 et 6 décembre sur le secteur de Prélajoux. Autre grand rendez-vous, la Coupe de France de ski de boss, le 10 janvier prochain, sur le stade du Lingat. Et on prépare aussi la saison d'hiver durant le Before Winter. Cet événement qui porte bien son nom réunit à Chambéry les professionnels de la montagne ou encore de l'innovation digitale. Il s'agit de la première édition. Nathalie Rapuc et Jean-Pierre Rivet se sont rendus sur place. On regarde leur reportage. Du ski comme si on y était. Un masque à 360 degrés. Innovation digitale, outils numériques, réseaux sociaux, professionnels du ski. Before Winter regroupe toutes sortes de visiteurs. J'ai voulu faire une grosse opération de relations publiques, notamment sur la Winter Wave, où là on a 1000 personnes, 90 sociétés qui viennent pour travailler, échanger, mais également s'amuser. Le business est réservé aux entreprises, mais ceux qui veulent venir chercher quoi que ce soit, un renseignement, un emploi, etc., peuvent venir aussi dans Digital. Entre exposants, chercheurs, sportifs, un peu difficile de s'y retrouver. Mais pour ces étudiants en commerce marketing, cet événement est unique en son genre. L'intérêt, je dirais que c'est vraiment de comprendre vraiment les enjeux aujourd'hui du digital dans les métiers du tourisme. Et en plus, ici, on a un réel contact direct avec tous les professionnels. Après une première apparition au Festival international de la montagne en 2014, cette année, Before Winter reçoit plus de 1000 invités, sans compter les partenaires. Je pense que cet événement Before Winter est en train de prendre une ampleur très importante et est devenu, mais en l'espace de 2 sessions, et je pense que ça va continuer, un rendez-vous, à mon avis, incontournable des acteurs de la montagne en France. Donc voilà, on est entre nous et c'est assez intéressant d'avoir on respire un petit peu le début de la saison et ça nous intéresse beaucoup. People, concert avec Goldsinger, La Folie Douce et Frérot de la Vega. Cet événement compte bien séduire son public.
Avant de refermer ce journal, je vous rappelle l'une des principales informations à l'occasion de la journée d'hommage solennel aux victimes des attentats programmés demain. François Hollande a appelé les Français à accrocher le drapeau tricolore à leurs fenêtres ou leurs façades. Des drapeaux, on l'a vu, très demandés, les stocks se vident. Impossible, par exemple, de trouver du jour au lendemain les 1000 drapeaux nécessaires au pavoisement des 500 bus et tramways du réseau grenoblois. Et c'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur le site alpes.france3.fr. Demain, à midi, vous retrouverez Daniel Despins pour un nouveau point sur l'actualité dans les Alpes. Je vous souhaite une très belle soirée.